on a envie de parler avec vous de cette question que l'on se pose. Est-ce que chacun son poste, chacun son bureau, c'est une conception dépassée ou pas? On va voir vos religions et vos avis, vos opinions là-dessus, surtout vos expériences. Baptiste d'abord, vous êtes cofondateur de Néo Nomade. C'est quoi Néo Nomade? Racontez-nous. Bonjour déjà. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Donc Néo Nomade, c'est un concept assez simple. L'idée c'est de donner accès aux collaborateurs à des nouvelles formes de travail, notamment en espace de coworking. On est très focalisé sur cette thématique du coworking. Qui est du coup bien représenté ici. Oui. Et l'idée, c'est de permettre aux salariés, nomades, télétravail, groupes projets, d'accéder à ces espaces de manière simplifiée avec une plateforme du coup, qui regroupe tous ces espaces et un accompagnement qu'on fait sur les nouveaux modes de mobilité auprès des entreprises. On va avoir l'occasion de vous poser plein de questions sur votre quotidien. Vincent Moreau, vous êtes le Global Head of Corporate Real Estate Services pour Capgemini. Racontez-nous votre quotidien justement et en quoi ces questions vous concernent. Donc, quotidien, donc Capgemini déjà en quelques mots, c'est une société de services numériques. Oui. Donc 200 000 employés, dont à peu près 10% en France. Oui. Effectivement, on vend essentiellement du cerveau et des services. Et donc cette réflexion sur quel type de bureau, elle est extrêmement prégnante pour nous. Oui. Et ce qui est sûr, sans dire que c'est dépassé, puisqu'on a encore un certain nombre d'endroits où nos employés ont chacun leur bureau, il est vrai qu'on considère que ça ne correspond plus vraiment au nouveau mode de travail. Donc, je pourrais, on va y revenir, bien sûr. On va y revenir tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on a lancé il y a 2 ans une transformation de l'ensemble du portefeuille du groupe, où tous nos nouveaux projets sont organisés effectivement en flexibilité, en flex office. Autour de ça. Et puis Théomam Kolakoglou, vous êtes le responsable business travel de chez Airbnb. Alors on découvre qu'Airbnb finalement a peut-être une offre B2B, c'est ça? Racontez-nous. Ah oui, exactement. En fait, effectivement, moi j'ai intégré Airbnb l'année dernière pour lancer officiellement. C'est une offre qui date de 2015, oui. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et l'idée tout simplement, c'est de proposer une offre justement pour les voyageurs d'affaires, tout simplement, et pour les entreprises. Le constat qu'on a pu faire, notamment en 2015, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui utilisaient, on va dire, Airbnb loisirs oui. À titre professionnel. Et l'idée, c'était justement de faire évoluer l'offre pour tenir compte d'un certain nombre de prérequis. Donc pour les voyageurs d'affaires, c'est effectivement accéder à un inventaire, on va dire, dédié pour le voyage d'affaires. Et surtout pour les entreprises, c'est d'avoir la capacité, évidemment, de pouvoir piloter, de pouvoir encadrer l'expérience Airbnb au sein de son entreprise. Alors je vais poser la première question à Vincent Moreau. Comment est-ce qu'on anticipe dans un groupe comme Capgemini les nouveaux modes de travail, dont notamment le nomadisme, puisqu'on parle de nomadisme à cet instant. Comment est-ce qu'on anticipe cela quand on a un projet immobilier, quand on doit organiser des services dans une grande entreprise? Ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué qu'avant. Oui, forcément. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, c'est lié à la fois à l'organisation du travail. Vous parlez de nomadisme, donc ça, c'est très vrai. C'est une tendance lourde dans l'ensemble des pays, et d'ailleurs pas simplement les pays occidentaux, oui. Où on voit qu'il y a beaucoup plus de déplacements, oui. beaucoup plus de travail collaboratif avec les clients, beaucoup plus de home working, enfin de télétravail. Et ça, on le voit encore, on est en pleine expansion sur ce type de fonctionnement. Mais c'est lié aussi aux aspirations, finalement, notamment de tous les nouveaux salariés. Capgemini en France, par exemple, c'est 4000 embauches tous les ans, donc beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et aujourd'hui, la plupart n'ont pas vraiment envie qu'on leur dise voilà, bienvenue chez Capgemini, vous allez vous installer au siège 24A, au 3e étage, et vous allez rester là, travailler tout le temps. Oui, c'est comme une place à l'Opéra de Paris, en fait. Voilà. Absolument. Donc on est vraiment, aujourd'hui, on constitue des espaces qui sont activity-based working. Alors je suis désolé, je ne sais pas exactement le terme en français. C'est bien de l'employer en anglais si vous ne savez pas en français. et la difficulté, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui à concevoir un immeuble en se disant il va y avoir tant de salariés, donc il faut qu'on y mette tant de sièges, ce qui était effectivement très simple. Auparavant, c'était l'époque dorée. On est en train de se dire comment les gens vont travailler, quel type d'espace on a besoin, donc combien de types de salles de réunion, comment l'immeuble doit être connecté, les visioprojections, les salles de visioprésence, les salles collaboratives avec les clients. Donc c'est vraiment, on essaie à la fois d'anticiper, on sait faire un état de comment les gens travaillent, et aujourd'hui c'est de plus en plus collaboratif, ça c'est sûr, on s'aperçoit que le poste de travail classique, il est de moins en moins utilisé. Oui. Et le problème, c'est quand on signe un bail à 9 ans, il faut
qu'on essaie d'anticiper quel va être ce mode de travail dans 9 ans. Donc la flexibilité est très importante. On parle des modes de travail, évidemment. Ce nouveau nomadisme, vous le connaissez puisque c'est votre cœur de métier, Baptiste. Il y a donc des modèles pour répondre à tout cela, mais les modèles sont infinis. Comment vous faites, vous ? Alors nous, on a une approche qui est assez similaire, je pense, sur la mobilité entre guillemets interne. C'est qu'on essaie de comprendre quel est l'usage, quel va être le besoin des collaborateurs pour travailler en nomadisme. Donc, parce qu'on a des profils très différents entre l'hyper-nomade consultant, peut-être chez Capgemini Consulting, Oui. qui va avoir besoin d'un espace entre deux rendez-vous, une salle de réunion pour faire sa réunion d'équipe, dans le centre de Paris, près de chez son client. Du télétravailleur de chez je sais pas, une grande banque par exemple, qui toutes les semaines va dans un espace de coworking en alternative à son domicile. Donc on a des usages et des formes de travail à distance qui sont très variées, très différentes. Donc on essaie de comprendre ça. Ensuite on fonctionne souvent par expérimentation. On teste chez Capgemini parce que on est sur le panel, mais on a presque 900 consultants de chez Capgemini qui sont sur la plateforme NeoNomad. C'était un peu un hasard qu'on se retrouve aujourd'hui sur le panel, mais eux ont testé pendant 3 mois la plateforme de manière très ouverte. Et à l'issue, on a affiné le type d'espace, le type de crédit d'utilisation dont ils allaient avoir besoin, les services, etc. Donc on fonctionne ensuite par expérimentation. Oui. Et on essaie d'y adosser un petit peu de conseils et d'accompagnement pour préparer aussi la culture et le management à ces nouveaux modes de travail qui, voilà, quand vous passez du métro boulot dodo au je télétravaille, je ne sais plus où sont les gens et ils ne sont plus obligés de venir au bureau tous les jours, ou même quand ils viennent, ils n'ont pas toujours un poste attitré, donc on ne sait pas où ils sont, etc. Ça pose énormément de questions qui sont passionnantes à travailler au quotidien. Chez Airbnb, que recherchent vos clients ? Il y a les voyageurs d'affaires, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on vous appelle aussi pour louer des lieux de réunion, peut-être des lieux d'événements dans des appartements, c'est le cas ? Effectivement, en fait, c'est une tendance qu'on peut observer du fait que voilà, les personnes ont pris l'habitude d'une certaine manière de louer effectivement sur Airbnb à titre pour des voyages professionnels. Oui. On constate qu'il y a beaucoup aussi de voyages de groupe, donc à la fois effectivement en termes d'optimisation, mais surtout c'est la collaboration derrière que ça peut aider effectivement à promouvoir. Bien sûr. Et donc ce qu'on peut constater encore une fois depuis cette année, c'est que les gens vont à la fois louer des espaces pour évidemment y séjourner, mais aussi en profiter pour organiser ce qu'on appelle des small meetings. Bien sûr. Donc des réunions effectivement d'équipe entre 5 et 10 personnes et profiter de l'espace commun pour justement brainstormer, pour avoir des nouvelles idées. Et d'une certaine manière, on se rend compte aussi que les gens parfois prennent juste l'habitude de louer le logement pour organiser effectivement des réunions un petit peu sur le pouce. Et on constate qu'effectivement, en termes de productivité, d'efficacité, c'est des lieux inspirationnels qui vont aider justement à pouvoir faire sortir des nouvelles idées, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils recherchent précisément chez vous ? Cette inspiration justement d'un lieu parfois très original, d'un lieu très intimiste, quelque chose justement qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'on recherche précisément ? Je pense qu'après, il y a vraiment différentes expériences, hein, parce que là, on parlait effectivement des voyages de groupe. Donc au niveau des voyages de groupe, c'est effectivement un endroit qui est un petit peu différent, un petit peu insolite, qui sort, on va dire, de l'endroit classique, peut-être d'une salle qui soit trop conventionnelle et qui va faire que les gens vont pas forcément se dévoiler et ça va pas forcément favoriser la cohésion d'équipe. Mais après, d'une manière générale, ce qu'on va soutenir chez Airbnb, hein, au sens large, c'est le Belong Anywhere. C'est donner la possibilité, et ça c'est aussi bien pour les voyageurs que pour les employés, d'avoir la sensation d'être un peu comme chez soi. Oui. Donc c'est ce qu'on va, voilà, c'est un peu notre mission. Et on se rend compte qu'elle a de plus en plus de sens, notamment pour les voyageurs d'affaires, à la fois dans des voyages de groupe, évidemment, de se sentir un petit peu comme chez soi. Donc ça donne la possibilité effectivement de globalement de travailler dans de meilleures conditions. Bien sûr. Et on se rend compte qu'il y a aussi de l'individuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des road warriors, donc des personnes qui sont beaucoup sur la route, qui sont amenées à voyager plusieurs semaines par an, et pour qui ça sera aussi intéressant pour eux d'avoir une cuisine et d'avoir la possibilité effectivement de retrouver des habitudes qu'ils ont chez eux. Alors, Vincent Moreau, on le voit bien, la tendance d'être un peu comme à la maison dans le travail, c'est une tendance lourde justement sur l'aménagement des espaces, sur l'ameublement, sur la décoration et sur la fluidité des espaces. Et pour autant, vous pouvez aussi avoir des collaborateurs qui n'ont surtout pas envie d'être chez les autres et donc qui ont peut-être envie justement d'avoir leur propre espace, qui ont l'habitude d'avoir leur propre bureau, qui ont besoin de concentration. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour travailler dans un espace très ouvert. On fait comment quand finalement on n'a pas à gérer des groupes, mais des individus dans un groupe? Vous arrachez les cheveux tous les jours? Non.
Ça se voit, vous les avez tous. Merci. Je suis jaloux. Non, alors effectivement, sur les tendances d'aménagement de travail, on travaille beaucoup sur cet aspect home feeling qui est très important. On travaille beaucoup sur les aspects de bien-être déjà. Alors comme tout le monde, j'allais dire, mais on le fait non seulement parce qu'on est sympa, mais aussi parce qu'on pense que les gens sont plus productifs. D'accord. Donc travailler l'acoustique, la lumière et l'aménagement, notamment les mobiliers, participent beaucoup de ça. Oui. On travaille beaucoup la flexibilité. On est en permanence en train de se reconfigurer. Donc on veut absolument avoir une plateforme flexible pour que nos employés puissent s'organiser comme bon leur semble et pour que les business puissent effectivement organiser les projets aussi de manière très rapide. Et puis on travaille beaucoup sur l'innovation, tout ce qui est connectivité. Alors maintenant, quand on traite l'ensemble des individualités, ça c'est un vrai sujet qui mériterait... Je dirais qu'il y a vraiment 3 niveaux en fait, de conduite du changement. Le premier, il est effectivement au niveau des employés. Je vais presque dire que c'est presque plus simple. Oui. Je pense qu'il faut être très clair sur quel est le mode d'utilisation d'un nouveau espace comme ça. Comment je fais le matin? Où est-ce que je vais m'asseoir? Est-ce qu'il y a des villages? C'est ce qu'on conseille. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de place? Est-ce que je dois réserver les box? Est-ce que je dois réserver les salles de réunion? Donc quelque chose qui est vraiment très pratique, qui permet aux gens d'être à l'aise dans le bâtiment et de ne pas être stressés en arrivant tous les matins au bureau. Ça, c'est le premier point. Oui. Mon expérience, que ce soit dans tous les pays, c'est que ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est très clair vis-à-vis des employés, les gens se sentent relativement à l'aise dans ce type de fonctionnement. D'accord. Après, vous avez un axe de changement qui est plutôt de l'ordre du syndical, notamment en Europe de l'Ouest. Là, il faut quand même expliquer, travailler sur le risque de déshumanisation du poste de travail, de productivité. Bon, là aussi, en fait, c'est des choses dont on a l'habitude. Je pense qu'il faut répondre à toutes les questions qui sont légitimes. Et j'allais dire que le dernier niveau est probablement le plus difficile, c'est travailler sur le management. La plus forte résistance qu'on voit partout, c'est le management. Parce que bien évidemment, ça veut dire aussi beaucoup moins de bureaux privés. Évidemment. Ce n'est pas tellement un problème de confidentialité, c'est souvent un problème statutaire. Ah oui, beaucoup plus que la confidentialité. Beaucoup plus. Alors on va souvent vous donner des excuses de confidentialité, mais en réalité, c'est un problème de représentation de soi. Oui, parce que jusque-là, plus on était patron, plus on avait des dizaines de mètres carrés. Voilà. Le nombre de trames de fret qui étaient indexées à votre grade dans la société, tout ça, c'est plus du tout le modèle aujourd'hui. Et c'est certainement pas ce qu'on va développer en termes d'attractivité. Bien sûr. Donc là, c'est un vrai sujet où il faut qu'on explique non seulement qu'être manager, c'est plus simplement avoir un bureau fermé, c'est peut-être plutôt faire circuler l'information au sein de ses équipes, mais aussi faire en sorte de changer la perception du management, notamment par rapport aussi au télétravail, et manager par les résultats plus que par la présence. On est là sur des vraies questions pratiques. Ça va beaucoup plus loin, le nomadisme. C'est aussi s'adapter à la société, aux inconvénients. Vous, pendant des soucis qu'il y avait eu sur la ligne du RER-EA, je crois, vous avez passé un petit accord avec RATP. Qu'est-ce que vous avez proposé exactement? Comment est-ce que vous travaillez justement avec les autres acteurs, notamment du transport? Oui, alors c'est une bonne question, parce qu'on a parlé beaucoup ce matin de mobilité. Voilà. Nous, en quelque sorte, on est une solution de non-mobilité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens... vous n'êtes pas obligé d'aller au bureau tous les jours pour travailler. Il y a des espaces près en bas de chez vous, allez bosser là. Ou quand vous sortez d'un rendez-vous, vous n'êtes pas obligé de repasser au siège. Vous pouvez aller travailler dans un espace de coworking. Donc ce qu'on avait fait avec la RATP, c'est tous les ans, à l'occasion des travaux sur le RER A de la Défense, il y a différents tronçons qui étaient fermés. On disait, écoutez, si vous êtes bloqué, si vous avez votre transport double ou triple à l'occasion de cette fermeture, on vous offre les 2 premières journées d'accès dans des espaces de coworking du réseau, donc avec tous les partenaires, parce que nous on est une plateforme, donc on travaille avec des partenaires comme WeWork et comme d'autres pour offrir un réseau un peu global. Et nous, c'était cette vision d'une ville intelligente dans laquelle finalement les modes de transport et les modes de travail sont liés. Donc s'il y a une interruption, une grève ou un accident sur une ligne, vous avez 4-5 espaces de travail à disposition, vous avez une appli, vous réservez en 3 clics. Et vous n'êtes pas interrompu, vous n'êtes pas perturbé dans votre journée, à la fois en termes de qualité de vie et de productivité. Je rejoins ce qui a été dit, c'est très lié. Et ça, les entreprises s'en rendent compte de plus en plus. Vous n'êtes pas impacté, vous avez des solutions simples qui vous permettent de lier mobilité professionnelle et mobilité au sens large. Est-ce que la demande a fait évoluer l'offre chez Airbnb, et notamment sur cette offre B2B? Est-ce que des propriétaires d'appartements ont décidé peut-être d'aménager les espaces pour être beaucoup plus accueillant pour des travailleurs, pour des réunions, justement, pour des meetings? Est-ce que vous avez vu cette tendance? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on s'adapte pour changer aussi les choses chez soi, pour être plus ouvert à ces nouvelles méthodes de travail? Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, dans l'idée, effectivement, de proposer une offre pour les professionnels, c'était aussi de leur allouer, on va dire, un inventaire spécifique pour le voyage d'affaires. Donc,
On a demandé d'une certaine manière, et c'était libre à chacun de choisir de le faire, mais on a ce qu'on appelle une collection work au sein même effectivement de l'inventaire qui va réunir un certain nombre de garanties. Ah oui. Donc par rapport à cela, vous avez le Wi-Fi haut débit, vous avez un espace de travail évidemment, vous avez des conditions d'annulation flexibles, parce que dans le voyage d'affaires, ça peut changer très vite. Bien sûr. Vous avez aussi des critères effectivement en termes de qualité, puisque ce sont les meilleurs logements en quelque sorte. Donc c'est effectivement un bon point dans le sens où on a vu que spontanément, nos hôtes ont véritablement joué le jeu. Parce que ce qui est, je trouve intéressant par rapport à ça, c'est le côté vertueux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une demande, mais on se rend compte que du côté effectivement de l'hôte, il y a une motivation aussi de faire venir des voyageurs d'affaires. Parce que dans certains cas, ils viennent seuls, ils ne passent pas forcément beaucoup de temps non plus dans le logement, d'une certaine manière. C'est des gens qui sont fidèles et qui sont récurrents. Donc l'un dans l'autre, on se rend compte qu'à la fois, il y a évidemment des voyageurs qui peuvent être motivés pour avoir ce type d'expérience-là. Et c'est vrai que du côté, encore une fois, de l'hôte, il y a une certaine motivation à faire venir ce type de population-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une influence sur les lieux, alors chez Capgemini, dans vos lieux, et en règle générale, une influence de la part de l'hôtellerie et du monde du voyage sur l'aménagement des lieux finalement? On est là dans des accueils, dans du réceptif, comme on espère l'avoir dans un hôtel, dans un centre de vacances, etc. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous inspirer? Oui. Oui, bien évidemment, du fait effectivement de ce nomadisme, du fait qu'on accueille beaucoup plus de gens qui ne sont pas des employés du groupe sur nos sites. Enfin, moi, je suis frappé notamment, vous allez à la Défense, quand vous voyez les réceptions des grands groupes, et les nôtres aussi, oui. C'est très froid, quoi. C'est triste. C'est très froid, c'est presque quelquefois rebutant. Exactement. Je pense qu'effectivement, avoir un accueil qui soit beaucoup plus tiré par ces expériences hôtelières, parce que, encore une fois, beaucoup plus d'employés qui ne sont pas des employés du groupe, parce qu'on veut que le lieu soit accueillant même pour les employés du groupe, bien sûr. Et parce qu'il y a beaucoup plus finalement de personnes à venir, oui. Me semble extrêmement important. Et bon, là, on parle plus de l'immobilier et de l'aménagement, mais sur ce qui concerne les services et l'expérience employée, je pense on a beaucoup de choses à tirer de cette expérience hôtelière. L'expérience hôtelière, voyage, vous parle? Oui, alors moi je viens plutôt du monde du coworking, donc j'ai beaucoup de respect évidemment pour l'hôtellerie, le monde de l'hôtellerie qui a beaucoup évolué aussi et qui a d'ailleurs développé des offres de coworking. Nous sur la plateforme, on a pas mal d'espaces qui créent des espaces de coworking et qui se mettent sur la plateforme. On a aussi le groupe Accor qui a investi récemment dans une grande enseigne du coworking en joint venture. Donc c'est clairement des métiers qui sont connexes. Oui. Ce qui est intéressant en supplément peut-être dans cette dimension coworking, c'est la notion d'accueil et de gestion d'une communauté. Parce que dans un espace comme WeWork, comme d'autres espaces de coworking, comme ceux avec lesquels on travaille sur la plateforme, vous avez vraiment à la fois l'accueil et les services, mais vous avez aussi quelqu'un qui est capable de vous orienter vers les bonnes personnes, qui peut finalement faciliter votre intégration dans la communauté qui est hébergée par l'espace, si c'est votre besoin. Il y a des gens qui viennent juste pour travailler, qui ne veulent pas forcément rencontrer 50 000 personnes, etc. Mais donc je pense que cet aspect gestion de communauté est très inspirante pour les entreprises aussi, qui intègrent ces fonctions-là dans l'entreprise. Et plus largement, je pense que sur la question de chacun son poste, conception dépassée, je voulais juste dire que moi je pense que oui, je pense que c'est une conception dépassée. Aujourd'hui, on ne travaille plus de la même manière et le fait d'avoir un poste attitré, à mon avis, dans les prochaines années, va vraiment être une grande tendance qui a déjà démarré. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Bien sûr. Il faut l'accompagner et comme vous le disiez, il faut le faire avec les utilisateurs. C'est eux qui savent comment ils ont envie de travailler demain. Et cette réponse-là est clairement donnée quand vous leur donnez les clés. Et on va justement essayer de l'illustrer avec votre exemple, Vincent. Quels sont les grands enjeux de l'aménagement de 4 entités du groupe Capgemini à Issy-les-Moulineaux, justement, puisque c'est un des projets? Illustrez peut-être les propos et la question que l'on se pose aujourd'hui, vos grands enjeux. Oui, c'est un très bon exemple. C'est représentatif d'ailleurs de l'ensemble des projets qu'on fait un peu partout dans le monde. Alors d'ailleurs, c'est 6 entités. qui regroupe 6 sites qui sont en Île-de-France, oui. Pour à peu près 4500 collaborateurs sur Issy-les-Moulineaux. Oui. L'enjeu pour nous, c'est d'abord un enjeu de collaboration. D'accord. Encore une fois, je pense qu'effectivement, on va être compétitif quand l'information circule vite au sein de tous nos différents métiers avec nos clients. Donc il était vraiment important dans une logique où on a tout un tas de métiers et de services différents, que les gens puissent travailler ensemble, oui. Sur des offres, avec des clients, sur des architectures. Et encore une fois, c'est pour moi avant tout un enjeu de collaboration et un enjeu de coopération de nos différentes entités, puisque quand les gens travaillent ensemble, tout de suite, la coopération elle est plus fluide, parce qu'on est quand même des êtres humains à ta vie, qu'on a besoin de se rencontrer et de se voir.
C'est aussi un outil, une plateforme connectée, qui est connectée au reste du monde, puisqu'on travaille énormément avec nos plateformes de développement dans d'autres pays. Donc c'est un outil connecté. C'est-à-dire que c'est un objet, c'est un immeuble connecté qui nous permet une plateforme où on peut faire des réunions en visio ou en audio avec l'ensemble du monde en permanence. C'est complètement intégré à la conception de l'immeuble. Donc enjeu de visibilité, enjeu de connectivité, enjeu de productivité et vraiment enjeu de collaboration pour nous. Et effectivement, c'est un exemple où on passe en flex office intégral, c'est-à-dire on aura 4400 collaborateurs qui vont travailler dans un environnement qui sera complètement dédié à cette flexibilité et à offrir finalement les espaces dont on a besoin à un moment donné, entre des espaces de concentration, des espaces de réunion ou simplement des benches où les gens peuvent s'installer et travailler. Pour pas qu'on ait l'impression que ce soit une lubie artistique ou un truc lu dans un catalogue de l'entreprise moderne, page 136, c'est plus de postes, plus de bureaux, etc. Comment est-ce que l'on fait pour que ce soit vraiment approprié? Ça se passe par sondage, vous avez posé des questions aux gens de Capgemini, vous avez travaillé avec eux, vous leur avez demandé leur avis. Comment est-ce qu'on fait péter les coutures finalement de nos vieilles habitudes? On explique beaucoup. Enfin, je veux dire, encore une fois, sur la conduite du changement, je pense qu'on explique beaucoup les avantages attendus de ce type d'organisation. Alors, effectivement, on est en permanence aussi à interroger nos employés, notamment sur des tas de sujets, mais souvent, finalement, les interrogations portent plus sur les services. Comment j'accède au bâtiment, comment je vais me garer, voilà, sur des choses qui sont extrêmement pratiques auxquelles il faut répondre. Je crois encore une fois que la philosophie, et on le voit beaucoup, mais on a une moyenne d'âge qui est assez jeune, donc qui nous facilite aussi finalement cette transformation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la notion et ce concept de plus avoir son bureau à soi sur l'ensemble des employés, alors bien sûr, il faut expliquer, il y a des retours, il y a des résistances. Enfin bon, je ne dis pas que c'est si simple que ça, mais je crois encore une fois que la conduite de changement est tout à fait faisable. Et aujourd'hui, les gens comprennent très bien que la contrepartie, d'une certaine manière, des facilités de télétravailler, ou des facilités de voir des tiers lieux de travail, la contrepartie, c'est aussi d'avoir des environnements d'entreprise qui sont aussi beaucoup plus flexibles, puisque je veux dire que la flexibilité qui est offerte aux salariés, elle se retrouve aussi dans les bâtiments qu'on est en train de construire. Baptiste, dans les bâtiments que vous proposez et dans le concept de néo-nomades, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'y prendre une telle habitude que on deviendrait soi-même en fait des travailleurs permanents au même poste parce que j'ai l'habitude d'aller toujours au coin du bar là-bas tous les matins et finalement aller... Vous ne prenez pas le risque dans ces néo-nomadismes qu'ils s'installent un peu trop dans un modèle chez vous qui pour le coup n'est pas là pour ça? Alors non, parce que en général les utilisateurs eux c'est une utilisation qui est ponctuelle, qui est à la journée, à l'heure, donc on va avoir quelqu'un qui est en télétravail 2 jours par semaine, qui va venir 2 jours. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez, on a des entreprises aussi qui ont mis en place le coworking via l'application et la solution entreprise comme une sorte d'outil d'accompagnement au flex office. Parce qu'en fait, les gens, quand ils arrivent le matin dans un espace de coworking, par définition, ils n'ont pas de poste. Donc pour la première fois, ils vivent le côté nomade, j'ai pas de poste, je choisis mon poste. Et ça les préparait un peu psychologiquement à cette situation-là dans leur entreprise. Ils se rendaient compte que c'était possible et que finalement, c'était pas un problème. Après, il y a des gens dans des espaces, et vous le voyez aussi chez WeWork, qui ont leur poste. Hein. Moi, le propos, c'est pas de dire qu'on va forcément être en flex partout, etc. Mais dans certains cas, il y a des situations où vous avez un poste que vous utilisez plus souvent, qui devient un peu votre habitude. Alors en général, vous essayez de ne pas poser les photos de vos enfants et vos effets personnels. Il y a une politique qu'on appelle Clean Desk qu'il faut respecter. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des habitudes, qu'on ait des territoires. Vous parliez de village tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui sont plus à l'aise à se mettre toujours plus ou moins au même endroit, dans la même zone. On parle souvent plutôt de territoire plutôt que de poste. Ça n'empêche pas la sédentarité occasionnelle, en clair. Et voilà, ça n'empêche pas. Et nous, sur la plateforme, honnêtement, comme les gens y vont de manière ponctuelle, on a très peu ce risque. C'est arrivé 1 ou 2 fois où une personne est devenue un utilisateur permanent de l'espace et du coup, il avait un poste ou un territoire attitré. Mais la plupart de nos utilisateurs sont vraiment en utilisation ponctuelle des espaces de coworking. Donc pour l'instant, en tout cas, pas cette dérive constatée chez nous. Théomam, dans les demandes, vous pouvez aussi avoir des habitués qui, chaque fois qu'ils viennent à Paris, veulent avoir toujours le même espace Airbnb, finalement aussi leurs habitudes et en font presque un deuxième bureau. Et passent par vous pour avoir le deuxième bureau, le même appartement en permanence, ça peut arriver? Oui, bien sûr, mais ça, je pense que c'est commun un petit peu à beaucoup d'acteurs, on va dire, du voyage en tant que tel, parce qu'effectivement, je pense que les gens aiment bien effectivement avoir aussi
une certaine forme de routine. Oui. Maintenant, encore une fois, ils préfèrent certains environnements par rapport à d'autres, mais dès lors qu'ils ont trouvé un endroit dans lequel ils se plaisent, c'est vrai qu'ils vont avoir tendance effectivement à renouveler. Après, moi, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est vous de faire Bien part sûr. aussi un peu de notre expérience, Oui. enfin moi, mon expérience en tant qu'employé Airbnb, parce que j'étais pas là à l'époque, mais ça fait 10 ans qu'aujourd'hui Airbnb existe, et c'est vrai qu'on avait déjà initié pas mal de choses autour de cela. Donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution, et c'est vrai que nous, de notre côté, ce qui peut permettre effectivement que ça fonctionne bien, c'est qu'évidemment, hein, il y a ce côté effectivement belong anywhere, donc chacun va travailler effectivement assis, debout, depuis la cuisine, depuis la bibliothèque, etc. Parce que nos locaux, notamment à Paris, sont organisés de cette manière-là, un peu comme un appartement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez aussi des personnes qui travaillent pour le ground control, donc des personnes qui sont là justement pour maintenir une certaine forme de cohérence, de cohésion, de animer la vie du bureau et aussi d'animer toute la culture. Et je pense que c'est ça aussi, je pense qu'il faut trouver le bon mix entre la liberté et la flexibilité qu'on peut laisser aux gens, mais aussi d'être capable, dans certains cas, d'avoir une certaine forme de rituel ou des réunions qui permettent aussi à chacun de se retrouver à certains moments de la semaine, du mois. Est-ce que chez Capgemini, vous êtes en train forcément d'adapter les choses, mais est-ce que vous êtes dans une flexibilité totale? Parce que si ça se trouve, dans 10 ans, on aura un autre modèle, on se posera d'autres questions, on sera allé beaucoup plus loin, ou revenu peut-être à un ancien modèle. C'est quelque chose qui est faisable? Il y a de la flexibilité dans l'air ou pas? On est dans un modèle flexible. Alors pour nos nouveaux projets, parce que c'est très compliqué d'amener une flexibilité sur un produit ou un bâtiment existant. Hein. C'est quand même difficile de venir du jour au lendemain dire c'était ton bureau, maintenant tu vas t'asseoir ailleurs. C'est ça. Donc, mais on a la chance d'avoir lancé un programme de transformation générale de l'immobilier. Sur tous nos nouveaux projets, on est en flex office intégral. Avec bien évidemment des exceptions qui sont liées aux assistantes ou à des besoins d'ergonomie pour les handicaps particuliers. Donc il y a des exceptions effectivement qu'on gère, ou parce qu'il y a besoin d'un poste de travail techniquement qui est particulier. Mais sinon, la règle de base pour tous, managers comme employés, c'est effectivement la flexibilité. Oui, un dernier mot là-dessus. Vous me dites pour tous, ça veut donc dire que tout en haut de la pyramide aussi, tout le monde a accepté. Oui. Il y a, le COMEX, le CODIR, tout le monde joue le jeu. Bon, on fait bâtiment par bâtiment. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion de transformer notre siège. D'accord. On s'attache effectivement à nos sites opérationnels, mais les managers, effectivement, sont aussi dans cette règle-là. Alors, encore une fois, on garde un certain nombre de bureaux relativement faibles qui sont aussi en utilisation partagée, qui permettent à des gens d'avoir des réunions, de recevoir des clients, de faire des calls si nécessaire. Mais encore une fois, l'utilisation, elle est flexible. Parfait. Néo-nomade, vous montrez l'exemple. Vous êtes au milieu de tout le monde ou vous êtes enfermé dans votre bureau? Non, nous on est tous en poste attitré, chacun dans notre bulle, et il faut toquer à la porte du manager avant de venir. Très bien. Insolent et demi. Oui. Non, nous on essaye de s'appliquer ce qu'on prêche, donc ce qui n'est pas facile, hein, honnêtement. Bien sûr. Très concrètement, sur le management par exemple, moi je manage une équipe de 15 personnes. Quand ils sont pas là, j'ai aussi le réflexe de me dire est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler? Puis il faut faire un effort sur soi pour se dire attends, tu as bien défini les objectifs avec eux, le boulot il est fait, les gens sont motivés, laisse-les travailler comme ils ont envie de travailler. Je pense que c'est humain, hein, même moi qui viens peut-être d'une génération Y ou quoi, hein, on a tous ces réflexes-là, c'est normal. Et nous, on est en open space, en espace non attitré. Les gens peuvent travailler en coworking quand ils veulent, donc ils ont accès à l'application. Et surtout, nous, on permet par exemple des choses assez intéressantes comme le fait que vous pouvez par exemple partir en week-end. Alors ça rejoindra peut-être Airbnb à un moment, mais vous pouvez partir en week-end, je sais pas, à Marseille le mercredi soir, travailler en coworking le jeudi, vendredi, faire votre week-end sur votre lieu de déplacement, rentrer le dimanche soir ou le lundi soir. Avoir des billets du coup de train un peu moins chers, et vous pouvez combiner aussi le pro et le perso de manière intelligente. Donc nous on essaie de s'appliquer ça, et c'est vrai, peut-être en conclusion, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je pense que comme la mobilité se développe, le nomadisme et le télétravail se développent, le challenge pour les entreprises, c'est finalement, c'est comme tout le monde n'est pas obligé de venir au bureau tous les jours, c'est donner envie de venir au bureau, quoi. C'est un peu le challenge maintenant, il faut qu'on fasse des bureaux qui ressemblent plus à des coworking, qui ressemblent plus à l'hôtellerie, etc. Bien sûr. Avoir une ambiance de travail et une organisation du travail qui fait que les gens ont en fait envie de venir, et on les fait venir de cette manière-là, et c'est ça un peu le challenge pour moi des entreprises
dans les prochaines années sur cette thématique notamment. Capgemini, vous avez des bâtiments partout en France, j'imagine, des bureaux Oui. en province aussi. Donc on a accéléré peut-être cette méthode de déplacement, de nomadisme aussi au sein des tours. Je travaille à Paris, mais je peux aussi me déplacer et décider d'aller travailler à Marseille pour des raisons perso ou professionnelles. Ou, vous arrivez à créer ça ou pas encore? Non, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde effectivement une flexibilité sur un site. Les gens sont attachés à des projets, sont attachés à des organisations, à des business units. Donc le but du jeu, c'est pas parce qu'on a aussi des bureaux à l'île Maurice, par exemple. Oui, Donc, par tout le monde exemple. pourra dire je vais aller travailler à l'île Maurice. C'est intéressant. Non, non, on choisit encore le lieu de travail de nos employés qui est lié à leur activité opérationnelle. Et, Bien sûr. bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble, on a ouvert un certain nombre de nouveaux bâtiments sur la France, dans toutes les grandes villes. Ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus flexibles pour justement accueillir des gens qui sont de passage, qui viennent de Paris, à Bordeaux, à Lyon. Donc on voit aussi beaucoup d'échanges entre ces différents sites, sachant que chacun est quand même attaché à une ville pour son travail, j'allais dire, au quotidien. Évidemment. Quelques questions de la salle, peut-être quelques réactions par rapport à tout ce que l'on vient de dire et par rapport évidemment aux modèles qu'ils représentent les uns et les autres. Qui souhaite les interpeller ou aller peut-être un peu plus loin? Madame, bonjour. Bonjour, Karine Sacoutino, je travaille chez Alliance. Ma question s'adresse à Monsieur Théoman Kolagoglu. Est-ce que vous avez envisagé de faire du Airbnb inter-entreprise, c'est-à-dire se dire, voilà, comme on a nos collaborateurs qui vont à droite à gauche, du coup on a peut-être un peu d'espace, des salles de réunion disponibles, est-ce que vous avez envisagé de mettre en relation des entreprises pour qu'elles fassent du Airbnb inter-entreprise en fait? Alors, si vous ne l'avez pas fait, d'autres y ont pensé avant, mais est-ce que ça peut être un business développement pour vous? À ce jour, non. Parce que je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à faire en fait, déjà sur pas mal d'activités. Mais c'est vrai que c'est un bon point. Hein. Je pense on ne manque pas d'idées chez Airbnb. Après, il faut être capable évidemment de prioriser, d'être en mesure de pouvoir bien l'accompagner, parce que si on le fait, on doit le faire bien. Mais effectivement, je pense qu'il y en a d'autres qui ont déjà eu des bonnes idées à ce niveau-là. Mais évidemment, on le garde en tête, mais on n'a absolument pas de projet défini en tant que tel sur cet aspect-là. Merci, en tout cas, bonne question, mais d'autres startups s'y intéressent déjà sur ces échanges de salles de réunion. C'était une bonne question. Oui, allez-y. Il faut se lancer. Je dis il faut se lancer, du coup, allez-y. Mais oui, c'est un sujet qui a été... Nous, on a quelques entreprises qui mettent leur bureau, salle de réunion sur la plateforme. Mais l'expérience, c'est que les gens cherchent... Enfin, nous, en tout cas, nos utilisateurs cherchent un vrai espace de coworking animé. Alors, ça peut dépanner pour une salle de réunion, effectivement. Et puis, il y a aussi la problématique de la sécurité. C'est-à-dire que vous ne faites pas venir dans les bâtiments de votre entreprise des gens de l'extérieur de manière facilitée. Donc, c'est un peu cette question-là. Mais c'est une bonne idée. Dans la question de madame, est-ce que vous pourriez, vous, par exemple, être un prestataire de service chez Capgemini, par exemple, avoir un espace chez Capgemini qui serait géré par Néonomade et qui vous permettrait de vendre vos services dans les locaux de Capgemini? Oui, alors on a quelques expérimentations, on teste ce modèle-là. En fait, quand les entreprises mettent en place elles-mêmes des espaces qui sont ouverts vers l'extérieur, donc si Allianz crée par exemple un coworking interne qui est facile d'accès et qui propose ces services dont on a parlé, l'accueil, toutes les choses qui sont indispensables à l'expérience utilisateur, vous venez nous voir, on les ajoute sur la plateforme avec grand plaisir, parce qu'on cherche des lieux de ce type-là un peu partout, et notamment à La Défense où vous êtes. C'est nickel, on a créé une rencontre, vous allez faire du business ensemble, merci beaucoup. D'autres questions, réactions, remarques, propositions de lieux? Vous avez une chambre à louer, c'est pour monsieur, une salle de réunion? Bonjour, Sophie Dora, je travaille chez Vinci et je suis en charge d'un déménagement, de la conduite du changement, du déménagement de toutes les holdings de Vinci, donc 4000 collaborateurs. Domaine, oui. Vous parliez de la difficulté d'embarquer les managers, je le ressens puisqu'on passe d'un environnement de grosso modo 80% de bureaux individuels ou bureaux partagés à 2-3 à 90% en open space. Quels sont vos conseils pour accompagner les managers dans ce changement? Parce qu'on le sent bien que le statutaire, enfin, ils font prône la confidentialité, mais le statutaire a beaucoup de rôle là-dedans. Donc quels sont vos conseils pour accompagner nos managers? On rappelle que le statutaire, c'est pour ne pas dire le mot égo, évidemment. Je fais exprès, hein, ça n'engage que moi. Il y a un peu de ça. Oui. Alors, sur ce qui concerne effectivement les couches de management de conduite en changement, on effectue, nous, des actions qui sont très ciblées. C'est-à-dire qu'on fait des workshops avec le middle manager pour à la fois discuter des modes d'utilisation, pour expliquer ce que va être le bâtiment, pour expliquer les bienfaits attendus, pour avoir les retours aussi, et puis parfois les retours négatifs. Et j'allais dire que on prend même après chacune, parce qu'on a beaucoup de managers, beaucoup de business units, on a vraiment après des réunions dédiées avec chacune des business units pour comprendre les besoins, pour essayer de répondre à tout, essayer de désamorcer le sujet, de le prendre de manière très factuelle en même temps.
et moins de manière émotionnelle, en sachant très bien qu'en général, on discute beaucoup des aspects factuels et ça se termine toujours par « mais où est mon bureau ?» quoi. Mais bon voilà, je pense donc on essaie d'avoir une approche qui est extrêmement factuelle, mais en tout cas qui est très ciblée, donc avec des réunions de management dédiées à ce sujet-là, sur le macrozoning. Alors, pour être tout à fait franc, vous parliez du COMEX, tout ça, on est très aidé par, j'allais dire, le management exécutif, qui comprend complètement la nécessité d'être beaucoup plus fluide, d'être beaucoup plus attractif pour les jeunes, et donc qui joue complètement le jeu. Et ça, j'allais dire, l'exemplarité, elle est clé, parce que c'est pas un moyen de faire le projet. Pour moi, c'est le seul moyen, c'est d'avoir une sorte d'exemplarité sur ce sujet-là. Évidemment. Je voudrais qu'on remercie vos 3 invités ce matin, s'il vous plaît, qui sont venus partager leurs expériences. Messieurs, merci beaucoup.